Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Annette Burgdorf et je suis ravie d'animer cette nouvelle e-matinale consacrée cette fois au parcours d'achat en ligne. Alors, comment en faire un atout différenciant pour votre marque? Comment l'inciter l'acheteur à finaliser sa commande et surtout à revenir? Alors, vous, en tant que e-commerçant, vous essayez d'élaborer en permanence des stratégies de marketing efficaces pour votre activité. Vous examinez régulièrement le comportement de vos utilisateurs à travers de multiples data sur différents canaux afin de les attirer sur votre site. Alors, ça passe par des réseaux sociaux ou des publicités, mais aussi des référencements. Alors, et une fois qu'ils ont été sur votre site, alors faites-vous vraiment tout pour réussir cette expérience d'achat. Alors, de la homepage jusqu'à la fiche produit, du panier jusqu'à la livraison. Alors, quelles sont les grandes tendances en termes d'expérience d'achat? Alors, comme vous pouvez constater, nous avons plein de questions vraiment passionnantes à aborder jusqu'à environ 12h30. Alors, cette e-matinale sera rythmée par 4 grandes thématiques. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, donc on va parler de l'UX, des moyens de paiement, de livraison et de retour également. De l'autre côté de l'écran, donc vous êtes très nombreux, donc vous êtes plus de 300 personnes connectées. Un grand merci d'être si nombreux, d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, vous avez bien évidemment la possibilité de poser vos questions tout au long de cette émission. Ça se passe à travers le chat et on va essayer de répondre au maximum de vos questions après chaque séquence. Et maintenant, pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Jean-Yves Gras, directeur général de Colissimo. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Annette, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Alors, si on parle d'expérience client de l'achat à la livraison, qu'est-ce que ça vous évoque? Bien écoutez Annette, l'expérience client ou expérience utilisateur, c'est un mot qu'on entend quand même souvent sur le marché du e-commerce. Et c'est aussi un concept lorsqu'on déploie une stratégie d'entreprise qui n'est pas neutre de mon point de vue, puisque ça doit être au centre de toutes les actions qu'on mène. Et pourquoi ça doit être au centre de toutes les actions? C'est parce que l'expérience client, c'est ce qui nous différencie de nos concurrents. Et puis c'est aussi lors d'un acte d'achat, finalement, ce qui va rester de positif ou de négatif auprès de nos clients. Et donc du coup, ça va impacter durablement, et vous le savez très bien, ça va impacter durablement la fidélité du client et notre relation à une marque, à un site internet et également à un produit. Alors, chez Colissimo, c'est un peu différent. Nous avons un service de livraison. Et donc, comment on prend ça en compte? On a plusieurs expériences clients à prendre en compte. Une expérience qui est vécue par les e-marchands, une expérience qui est vécue par les destinataires, les clients de nos clients. Et puis, on doit intégrer aussi une expérience qui est celle des collaborateurs de Colissimo qui font la livraison. Parce que lorsqu'on fait un service de livraison, il faut que les processus qu'on mette en place soient réalistes et réalisables. Jean-Yves, le client dans tout ça? Oui, vous avez raison, le client dans tout ça, c'est très important. Effectivement, dans les grandes organisations comme la nôtre, comme Colissimo, on gère beaucoup de volume, il y a beaucoup de monde qui travaille et le risque, c'est d'être trop focalisé sur nos processus internes. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a fait pour éviter cet écueil et effectivement focaliser notre attention sur les clients? Premièrement, c'est un élément culturel qui rentre en compte, c'est qu'à chaque programme, à chaque action que nous menons, à chaque projet que nous lançons, on s'interroge sur le bénéfice pour nos clients e-commerçants et pour les clients destinataires. Et ça veut dire qu'on adapte les objectifs du projet en fonction de ça. Et puis deuxièmement, c'est qu'on mesure également la satisfaction de nos clients, notamment à travers le NPS, le Net Promoter Score. Ce NPS, il était en 2021 chez Colissimo de 54 et ce début 2022, on a pris 6 points, donc on atteint 60. Mais c'est super, c'est une très bonne note qu'on peut peut-être encore améliorer. Mais justement, oui, on peut toujours l'améliorer, on veut l'améliorer, mais c'est quand même un bon score. Bien sûr. Et maintenant, qu'est-ce que vous mettez en place pour améliorer l'expérience client chez Colissimo? Bien, premièrement, la première chose qu'on a mise en place pour améliorer, c'est qu'on a écouté nos clients.
On a écouté nos clients e-marchands, on a écouté nos clients destinataires, notamment en décrivant le parcours de ces clients et en trouvant les irritants. Les irritants, ça peut être le facteur d'un passionné, c'est un certain nombre d'irritants qui sont très importants. Et ces parcours clients, on les a intégrés dans notre stratégie Colissimo 2025. La stratégie de Colissimo 2025, elle a intégré tous les éléments que nos clients nous ont ramenés, notamment autour des programmes que nous lançons. Le premier kilomètre, puisque nos clients nous ont dit il faut faciliter la collecte, avec la rendre plus simple, la rendre plus digitale, et donc rendre ce service aux e-commerçants, notamment ceux qui sont plus petits. Et puis on a également l'accélération sur laquelle on travaille, parce que qu'est-ce que nous ont dit les clients, qu'est-ce que vous nous avez dit, clients e-commerçants? C'est de dire le click to possession, c'est très important. Ça permet de favoriser le réachat et l'expérience qui est vécue. Donc on va proposer chez Colissimo, d'ici à 2025, une couverture de 80% de la population en J+1, c'est-à-dire le lendemain. Et ça, c'est un élément très important. Troisième élément, et je sais que vous êtes sensible, Annette, à ça, et nos clients également, c'est le dernier kilomètre qui doit être plus responsable et plus responsable en termes d'environnement. Et nous allons décarboner le dernier kilomètre d'ici à 2025 dans toutes les grandes agglomérations françaises. Il sera intégralement décarboné avec des modes doux, les vélos cargo et puis les véhicules électriques. Et donc on sera en capacité de complètement couvrir, on a déjà bien avancé, mais de complètement couvrir cet élément. Super. Dernier élément, et effectivement, dernier élément qu'on doit intégrer aussi dans la stratégie, ce que nos clients nous ont dit, c'est qu'il faut innover plus vite avec un time to market qui est meilleur. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi monté des partenariats dans l'univers de nos clients sur les solutions d'emballage réutilisable avec Ipli, sur également la capacité à livrer des voisins choisis. Donc c'est un nouveau mode de livraison avec PickMe. Et puis on a également travailler pour remonter dans la chaîne de valeur, proposer des solutions de paiement fractionné avec une filiale de la Banque Postale qui s'appelle Django, que vous allez voir, je crois, aujourd'hui. Exactement. Et effectivement, on va révolutionner le paiement fractionné avec Django. Et enfin, on travaille sur notre métier cœur, c'est-à-dire la livraison dans les consignes, la livraison hors domicile, compétitive, et puis la livraison à domicile, qui doit toujours être améliorée. Et donc, vous voyez qu'on mène des actions importantes pour améliorer l'expérience client. Très bien, merci. Jean-Yves, peut-être un petit mot pour conclure? Alors oui, pour conclure, effectivement, cette expérience client, vous voyez qu'on a des projets ambitieux. Quelle est sa vocation finalement? C'est de permettre aux personnes qui nous regardent et à tous nos clients d'avoir une expérience avec Colissimo qui est idéale et puis plus responsable. Super, merci beaucoup Jean-Yves pour Merci, cette Annette. introduction. Merci. Alors, je dirais maintenant, c'est parti pour le premier sujet, le premier thème de cette e-matinale. Il s'agit de l'UX. Donc, nous allons d'abord écouter les e-acheteurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour eux? On les écoute. Je vais beaucoup voir les avis sur les sites internet c'est très important pour moi. Quelque chose d'assez fluide où j'ai facilement trouvé sur le site le produit que je cherchais, que par exemple si c'est un vêtement, j'ai eu des conseils sur la taille, parce que bah voilà, les marques taillent pas toutes pareilles. J'aime bien quand on me dit bah vous faites on taille plutôt petit, il y a des marques qui font ça très bien, ce produit taille plutôt grand, prenez, etc. Gérer beaucoup de visuel et de contenu en fait, c'est ça qui a fait la différence, du visuel, du beau visuel et derrière du contenu explicatif, montrer que le travail est bien fait, c'est ce qui a fait la différence je pense. Alors, pour parler maintenant expérience utilisateur, j'ai avec moi Sarah Fitoussi-Kenze, directrice marketing de Complice, Rachel Donat, directrice de la formation Le Laptop, Mathieu Savary, directeur associé User Studio et Benoît Huc, directeur commercial et marketing de Colissimo. Bonjour à vous tous. Bonjour.
Bonjour Merci Annette. d'être, Bonjour. On est nombreux, c'est sympathique pour aborder un sujet vraiment important. Rachel, je vais commencer par vous. Donc vous êtes, on peut dire, une experte de l'UX. Le laptop, je rappelle, c'est un centre de formation, métier de design. Tout à fait. Peut-être on va commencer maintenant avec les basiques. Les basiques, l'UX, ça consiste en quoi? Et peut-être avec un focus justement sur le domaine du e-commerce. D'accord. Donc, le cas le plus fréquent dans lequel les entreprises font appel à l'UX design, c'est quand ils sont dans une phase de conception ou d'évolution de leurs produits numériques, c'est-à-dire les sites, les applications de leur marque. Et puis, déjà, je vais peut-être commencer par décrypter le mot. Oui, exactement. Donc, U, c'est pour utilisateur, X, c'est pour expérience, et on a le mot design, qui est plutôt compris dans le sens anglophone du terme, qui veut dire conception, en fait. Donc en français, on dirait conception d'expérience utilisateur. Et l'idée de départ de la conception d'expérience utilisateur est extrêmement simple. Il s'agit de se dire que si mon utilisateur est satisfait de l'expérience qu'il vit sur le produit numérique, sur le site, sur l'application, ça va avoir tout un tas d'effets favorables sur le business. Par exemple, des bons commentaires sur les stores, des bons ratings sur les stores, un meilleur taux de transformation, plus de contenu généré par les utilisateurs, moins d'appels au service client, etc. Donc, ça paraît, dit comme ça paraît être du bon sens. Ceci dit, il y a d'énormes chances, si on se base uniquement sur des a priori ou sur des métriques assez générales, il y a d'énormes chances de se tromper sur ce que souhaitent les utilisateurs. Donc, dans le panel des techniques de l'UX design, il y a beaucoup de techniques qui vont permettre d'aller au contact direct avec les utilisateurs, de les observer, de les interroger, pour avoir une compréhension fine. Donc, des irritants, des besoins, peut-être des incompréhensions, des freins, de ce qui va les gêner ou de ce qui va au contraire les pousser, pour repérer aussi des tendances à l'état de signal faible encore. Donc voilà, on a des techniques pour ça, et ces techniques, on les a pourquoi? Parce que ce sont des disciplines assez... en fait, c'est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va faire intervenir des personnes qui ont des formations en psychologie cognitive, donc l'ergonomie des interfaces homme-machine notamment. On va faire intervenir des personnes qui ont des formations en sciences sociales pour mieux comprendre justement les tendances, pour mieux aussi interpréter les chiffres, voilà. On va faire intervenir des personnes qui ont une formation en design, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de Mathieu, je pense, qui vont donner une forme à une intention et qui vont faire que cette forme soit très cohérente à la fois dans l'ensemble et dans les détails. Et puis, on va faire intervenir aussi des rédacteurs, par exemple, pour se concentrer sur le message, pour ciseler ce message. Et on va faire intervenir naturellement des personnes qui viennent du marketing, qui ont une connaissance du marché qu'on ne peut pas remplacer. Voilà. Donc c'est une science très sophistiquée. J'ai l'impression, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que c'était très important pour poser le sujet, pour bien comprendre. Merci. Mathieu, je me tourne vers vous. Donc l'agence User Studio mène beaucoup de projets digitaux, et comment rendre les sites le plus user-friendly possible en bon français? En bon français. Alors la user-friendliness, n'est-ce pas? En fait, c'est vraiment une préoccupation qu'on a dans absolument l'ensemble de nos projets. C'est quelque chose qui, en particulier, et je vais vous donner un exemple, est vraiment extrêmement prégnant quand on va faire une refonte complète, notamment d'une application, et en l'occurrence on parle de l'application RATP qui avait besoin d'une refonte complète technique et expérientielle, qui arrive un petit peu en fin de vie sur ces plans-là. Et dans ce cas de figure-là, en fait, quand on va reprendre de fond en comble une appli qui sert à faire de la recherche d'itinéraires pour les franciliens, on va avoir en jeu de ne surtout pas frustrer les très 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 nombreux habitués qui se comptent par millions mensuels pour une application telle que celle-là. Du coup, ça va passer par beaucoup d'empathie, de la recherche utilisateur, des tests absolument extensifs pour vérifier que ce qu'on est en train de concevoir au fur et à mesure, ça va bien fonctionner. Et puis,
j'ai envie de dire un subtil accompagnement au changement, pour utiliser des termes de l'entreprise. Et ce subtil accompagnement au changement, ça va par exemple, je vais vous donner un exemple qui est hyper concret, garder les éléments graphiques qui étaient bien placés précédemment dans l'application, les mettre au même endroit, alors même qu'on aurait pu repenser, réagencer un petit peu cet écran-là, parce qu'en fait, en les laissant au même endroit, on va accompagner ce changement et cette refonte complète qui, pour des utilisateurs habitués, qui ont besoin de trouver un itinéraire très très rapidement, est quelque chose d'extrêmement important et qui peut être extrêmement irritant en fait si les éléments ont bougé. Et puis ça va être la création de codes visuels, enfin l'utilisation de codes visuels qui sont préexistants à toutes ces applications et qui ont en fait qui sont préexistants dans notre univers et dans notre culture commune. Vous savez ce que c'est une loupe. Vous l'avez compris depuis un certain nombre d'années. Et cette loupe, en fait, on va l'utiliser à chaque fois qu'on va faire une recherche. Savoir réutiliser ces codes visuels qui sont préexistants dans tous nos subconscients, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va être extrêmement efficace pour la user friendliness quand on va faire une refonte d'un objet qui est existant. Autre chose importante, si on doit absolument faire disparaître des fonctionnalités parce qu'en fait elles vont être remplacées par d'autres fonctionnalités qui en fait les remplacent encore mieux, à ce moment-là il faut extrêmement bien expliquer, mais surtout pas faire disparaître de manière radicale en fait quelque chose qui était très très utilisé auparavant. En fait cette empathie, cette humanité finalement qu'apporte le design de l'UX, c'est quelque chose que, alors le design n'est pas seul à porter comme le disait Rachel, hein, il y a vraiment on ne parle pas nécessairement de science, mais il y a une pratique en fait extrêmement variée en matière de méthode. Mais le design en fait peut être vraiment moteur dans la manière dont on va amener de l'humanité, dont on va amener de l'empathie, et dont on va faire en sorte que les utilisateurs vont s'approprier les outils qu'on va créer, les applications en l'occurrence, et devenir fidèles. Et je pense que c'est évidemment l'un des enjeux. Exactement, c'est l'objectif pour une marque. principal. Merci beaucoup. Benoît, j'imagine chez Colissimo, il y a aussi une grande importance portée vers l'UX. Oui, effectivement, l'UX est très important, on vient de le voir à l'instant, c'est sensible, c'est pointu. Et puis si je peux permettre le parallèle entre le parcours consommateur et le parcours client, j'aimerais évoquer la Colissimo Box, que beaucoup de nos clients connaissent. C'est notre interface de la relation client. Donc on y porte beaucoup de soins, elle est en amélioration continue, on travaille beaucoup le graphisme, on fait en sorte de simplifier, d'harmoniser la navigation sur l'ensemble des applications. On peut trouver un centre de notification avec l'ensemble des informations et l'actualité utile et du moment. On peut aussi y trouver en temps réel l'état du système d'information et puis trouver l'origine des incidents s'il y avait par hasard un incident. Et puis nous sommes très fiers parce que nous avons lancé il y a un an un chat qui a accompagné en moins d'1 an plus de 1000 prospects dans leur cheminement, leur questionnement et leur souscription. Donc on voit à quel point l'UX et l'interface effectivement de la relation client est importante chez Colissimo aussi. Merci Benoît. Sarah, je rappelle que Complice, c'est un groupe familial français de prêt-à-porter et de jeanswear. Comment vous faites vivre la meilleure expérience justement à vos e-consommateurs? Qu'est-ce que vous avez mis en place sur votre site web? Complice est une marque qui existe depuis plus de 40 ans. Tous les Français connaissent la marque, connaissent nos produits, ils ont grandi avec, honnêtement. Donc le vrai challenge pour nous, c'était de faire ça sur la toile Internet. À vrai dire, favoriser un parcours client pour qu'il soit le plus fluide, le plus rapide possible, pour que les clients puissent retrouver en quelques clics leurs produits préférés. C'était pour nous le vrai challenge en créant le site B2C, en évitant inévitablement tous les cookies ou autres éléments perturbateurs qui peuvent freiner à l'achat final. Oui, merci. Je voulais rebondir, Rachel, avec vous sur les cookies que vous avez mentionnés. Justement, comment concilier les objectifs marketing avec celui de l'UX? Alors c'est une question fort intéressante et extrêmement difficile à répondre. En tout cas, je vais faire une réponse partielle et partielle. Souvent le marketing va se concentrer sur
une dimension de l'utilisateur, va peut-être se demander qui est le consommateur et se focaliser sur comment lui faire passer ces étapes dans le parcours de transformation, ce qui va amener vers un meilleur taux de transformation, vers un panier, un panier plus grand. Alors, les utilisateurs aiment pas trop qu'on les conçoive juste comme des consommateurs. En tout cas, c'est peut-être, ils savent in fine qu'ils sont sur un site pour consommer, en général sur un site e-commerce, mais si on les traite uniquement comme des consommateurs, c'est assez frustrant. Donc, en UX design, on va considérer d'autres dimensions avec des noms un peu barbares qui finissent en T. Donc, l'utilisabilité, la navigabilité, l'accessibilité, la crédibilité, C'est vrai. la désirabilité. J'en ai plein. Et donc, comment on va concilier ces deux dimensions entre l'utilisateur dans son ensemble et l'utilisateur en tant que consommateur? Ça va dépendre des entreprises. Il y a des entreprises dans lesquelles l'UX design est présenté avec des objectifs de marketing, donc améliorer ces métriques dont on parlait, donc le taux de transformation, le panier moyen, etc. Et donc ça, on sait très bien faire. Il y a des tricks, on a des tours qui nous permettent d'augmenter ces métriques-là. Et puis, il y a d'autres entreprises dans lesquelles le marketing, entre autres, va contribuer à la création d'une expérience satisfaisante pour l'utilisateur selon une vision qu'a l'entreprise. Et donc là, on a moins cet objectif directement vers ces métriques-là. Il va y avoir des métriques plus propres à la création d'une expérience. Donc, il y a des spécialistes de ça. C'est comment on mesure la qualité d'une expérience utilisateur. Je ne suis pas spécialiste, mais il va y avoir d'autres métriques. Et pour vous donner un exemple de ce type d'entreprise, donc qui ont ce qu'on appelle une maturité design élevée, Apple, par exemple, quand vous avez une expérience que vous êtes en contact avec Apple, vous n'avez pas l'impression qu'on vous traite comme un consommateur. C'est une expérience différenciante. Et le marché suit, le porte-monnaie suit. Oui, c'est évident. Mathieu, est-ce que vous auriez des exemples, ce qu'il faut vraiment faire, absolument faire, et au contraire, absolument pas faire? Il y a beaucoup de choses. Mais si je devais en utiliser une, et puis son corollaire, c'est que la chose à faire, c'est intégrer le design dès le départ. Quand on est en train de se projeter sur un nouveau site, une nouvelle application, un nouveau service numérique, en fait, intégrer le design dès le départ, c'est se garantir l'intégration du point de vue des utilisateurs et, in fine, en fait, l'adoption. Hein, c'est quand même se garantir l'adoption. Ça a aussi un intérêt parallèle, complémentaire, qu'on cite pas forcément très souvent, mais qui est le fait qu'en fait, ça fait économiser de l'argent. Parce que quand vous allez concevoir quelque chose d'extrêmement complexe dans lequel vous allez projeter un nombre assez considérable de fonctionnalités, en fait, vous allez avoir beaucoup de parties prenantes qui vont intervenir. Et notamment des gens qui vont être très intéressés par le développement de fonctionnalités hyper pointues. On va vous mettre un chatbot par ici, il va falloir faire de l'IA pour que ça fonctionne. Et puis on va vous rajouter une fonctionnalité qui va être capable de faire de la reconnaissance faciale par là, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça va coûter beaucoup. Et ça va éventuellement, et c'est ça aussi que les designers viennent faire, ça va éventuellement être jamais utilisé ou quasiment jamais utilisé. Je vais vous donner un exemple. Le passage de Microsoft Word 98 à Microsoft Word 2000, ça a permis, il y a eu un rejet de 1500 fonctionnalités, en fait, un effacement, une suppression de 1500 fonctionnalités. Il s'était rendu compte qu'il y avait 1500 fonctionnalités qui n'étaient pas utilisées. Et donc tout cet argent-là qui avait été investi pour les développer, il aurait pu être investi pour développer d'autres choses. Et donc corollaire en fait de intégrer le design le plus tôt possible dans le processus de réalisation, de création d'un nouveau service numérique, corollaire, c'est
de grâce, ne faisons pas intervenir les designers comme des pompiers. Parce qu'en fait, les designers, ils vont pouvoir intervenir comme des pompiers, lisser les irritants, arrondir un peu les angles, mais si vraiment en fait c'est l'architecture globale de l'expérience utilisateur qui a été mal pensée, mal conçue, les designers ne vont pas pouvoir faire grand chose parce qu'éventuellement il va falloir reprendre la refonte, refondre la refonte. C'est un peu dommage. Merci. Rachel, donc pour réussir l'expérience achat, est-ce que vous avez des conseils à tous ceux qui nous regardent? Est-ce qu'il y a des fondamentaux à retenir? Je pense que le conseil le plus utile, il va tenir en 3 mots, c'est d'aller au contact. Et donc, quand je dis ça, c'est aller au contact des utilisateurs, des vrais utilisateurs, souvent au risque que cette conversation, ces observations viennent à l'encontre des convictions qu'on avait forgées précédemment, montrent qu'on est en train de se tromper. Il faut aller au contact avec des gens qui savent ce qu'ils font, donc des UX designers. C'est toujours plus efficace et je vous garantis, donc les gens qui nous regardent, je vous garantis que si vous allez au contact, vous allez apprendre énormément de choses et ça va vous servir. Vraiment. Merci, je pense que c'est très clair. Merci. Donc, on va regarder maintenant du côté du chat les questions que vous avez envoyées. D'ailleurs, merci. J'ai mon iPad. Donc, voilà, un chatbot et l'IA, en général, propose des suggestions automatisées. Est-ce compatible avec une UX de qualité? C'est la première question. Qui souhaite répondre? Ça dépend des attentes de l'utilisateur, honnêtement. Les réponses automatisées, ça va servir. Si les questions de l'utilisateur sont des questions type, dès qu'on sort un petit peu du script, c'est sûr que c'est beaucoup moins satisfaisant. Donc, et puis ça dépend des marques. Il y a des marques sur lesquelles on s'attend à avoir un humain au bout du fil. Mathieu, vous voulez rebondir? Oui, c'est très intéressant comme question parce qu'en fait, ce que ça souligne, c'est que le chatbot qui donne des réponses automatisées, c'est juste une réinterprétation de ce qu'étaient les FAQ, les Frequently Asked Questions, la foire aux questions, comme ça a été parfois traduit en français. Et en fait, finalement, un chatbot qui vous répond, qui vous fait croire qu'il répond humainement, avec des réponses automatisées, il va éventuellement vous frustrer, alors qu'en fait, une bonne FAQ dans laquelle on va éventuellement pas trouver la réponse à laquelle qu'on cherchait, en fait, ça va être moins menteur, ça va être moins on fake l'effet humain, alors qu'en réalité, on donne des réponses automatisées. Et finalement, on va pouvoir assez facilement envoyer les gens vers appelez-nous, posez-nous des questions via ce formulaire, par email. On se retrouvera moins un peu trahi, j'ai envie de dire, par un effort de pseudo-humanisation. Donc le chatbot, c'est marrant, j'en parlais juste avant, mais le chatbot, si c'est extrêmement bien fait et vraiment intégré, extrêmement bien intégré avec une vraie intelligence, avec une prévision de réponse aux questions et aussi une prévision des questions qui vont être posées, ça peut être bien, mais ça va coûter très cher à développer. Parfois, juste une FAQ avec the bonnes questions, ça peut suffire. OK. On va prendre Oui, juste pour ajouter le phénomène qui nous rend très inconfortable par rapport à une machine qui essaie de simuler l'humain, ça s'appelle le Uncanny Valley. Et c'est exactement ce que vous avez quand vous avez un robot qui simule presque parfaitement un humain. Et il se passe la même chose avec les chatbots qui essaient de simuler la conversation. OK. On va prendre la deuxième question. On parle beaucoup d'interface numérique, mais quand on a aussi des magasins, comment concilier Phygital et UX? Moi, je peux donner une réponse, un élément de réponse si vous le souhaitez. Nous, en fait, on parle de design de service au sens large quand on commence à réfléchir de manière plus globale entre ce qui va être de l'ordre de l'espace, le magasin, mais ça peut être en fait aussi l'espace d'un hôpital, ça peut être l'espace d'un hall d'aéroport ou d'un hall de gare, et les applications, les sites, les applications mobiles qui vont venir avec. Et là, on parle vraiment d'une
d'une démarche, d'un métier qui est plus global que juste le design du X pour de l'application ou du site. C'est le design de service qui va s'intéresser en fait au parcours utilisateur dans son entièreté. Un exemple que j'adore donner, c'est les services de location de vélos, par exemple celui qui est en place dans Paris ou celui qui est en place à Lyon, qui commence par Vel et qui finissent par Ib ou par Ov. Ces services-là, en fait, ils pensent extrêmement bien le début et la fin du parcours. Vous avez le design du moment en fait, de l'inscription où vous allez vous abonner, le design de la borne à laquelle est amarré le vélo, le design du vélo, le design même de la manière dont les personnes vont vous répondre au téléphone et vont vous orienter quand vous avez un problème avec le vélo en question ou une question sur l'abonnement, et puis même le design de la manière dont on va vous laisser repartir en rebranchant le vélo à la borne qui est designé pour ça. Et ça, en fait, on parle vraiment d'un parcours utilisateur global et c'est vraiment le sens des designs de service, pas uniquement numérique du coup. Ok. Quelqu'un veut rebondir? Oui, moi juste dire que le parcours utilisateur, entre guillemets, dans un magasin et sur Internet, il est vraiment différent. Nous, on est plus spécialisé des magasins que d'Internet, mais on s'est rendu compte qu'on avait comme si on avait affaire à deux sortes de personnes différentes. Et entre guillemets, ils ont moins d'attentes, les gens en magasin, car ils ont essayé le produit, ils connaissent parfaitement le prix, ils savent qu'il n'y aura pas de frais de livraison et d'autres questions. Donc c'est plus clair et simple pour eux en magasin que en ligne où ils s'attendent parfois à des surprises qu'il n'y a pas, bien sûr. Voilà, c'était les deux questions pour cette partie. Merci beaucoup pour ces questions. Merci à vous aussi pour vos réponses. Maintenant, on va se mettre à la place des visiteurs qui souhaitent finaliser maintenant leur commande et qui sont prêts à entrer leurs coordonnées bancaires. Alors, quelles sont les tendances concernant les moyens de paiement et comment peut-on là aussi simplifier le parcours d'achat? Juste avant d'accueillir Jocelyne Amégan Duo de Django, nous allons tout de suite écouter nos e-acheteurs sur le sujet des moyens de paiement. Merci encore à Rachel et à Mathieu d'avoir été avec nous et voilà, on les écoute. Ma Play, je l'ai acheté à 300 € et je l'ai fractionné en 4 fois. Ça peut me décider si le site me propose 3 fois sans frais par exemple. Mais récemment, typiquement, j'ai acheté du carrelage pour ma salle de bain sur un site. J'ai commandé énormément de mètres carrés de carrelage, donc c'était très cher, enfin assez cher. J'ai fait un paiement fractionné, là ça m'a bien servi. Ce qui est vraiment important pour moi quand je fais des paiements en ligne, c'est la sécurité. En fait, c'est de ne pas laisser mon numéro de carte bleue sur un site que je connais pas, ou globalement que mon numéro de carte bleue se balade partout, ça c'est pas rassurant. Il m'est arrivé déjà des problèmes dans le passé, donc à un moment donné je passais par la solution Paylib, c'est-à-dire je passais par l'interface Paylib pour mes paiements qui avait ma carte bleue enregistrée. Au moins comme ça je suis rassuré, je sais que cette carte elle est dédiée qu'à ça, elle est créditée pour mes achats internet et du coup voilà, tout se fait en j'espère parfaite sécurité. Bonjour Jocelyne. Enchantée. Oui, ravie, voilà. Vous êtes directrice générale de Django, membre du directoire de la banque postale, Consumer Finance. Je rappelle, Django est connu, mais quand même je rappelle, c'est la fintech dédiée au crédit à la consommation lancée par la banque postale. Dans la vidéo, donc, on a entendu des options de paiement. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres. Voilà, une grande diversité de cartes de paiement, des cartes acceptées. Le compte PayPal également, on a Paylib, paiement en plusieurs fois. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit vraiment proposer toutes ces solutions de paiement en ligne pour optimiser ses chances de conversion? Et est-ce que c'est un prérequis? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les commerçants doivent proposer tous les basiques. Donc, la carte, certains comptes comme PayPal, et évidemment le paiement fractionné qui est devenu un de ces nouveaux basiques. Aujourd'hui, on a plus de 9 commerçants sur 10 qui proposent du paiement fractionné à leurs clients. Les Français sont très friands de ce nouveau mode de paiement puisqu'on a 38% des Français aujourd'hui qui souhaitent payer en paiement fractionné et donc ça, c'est véritablement un must. Et ça, ce paiement fractionné sur les sites e-commerce, ça c'est vraiment une tendance récente ou est-ce que Django a été créé pour répondre à cette demande, à cette tendance? Alors dans votre
questions, il y a deux questions. La première, le paiement fractionné, ce n'est absolument pas nouveau. Ça fait plus de 15 ans que le paiement fractionné existe, mais il était proposé par des acteurs qui n'avaient pas cette capacité à s'adapter à des parcours digitaux, en temps réel, fluides, donc des parcours différents de la boutique. Et c'est pour ça que des fintechs ont pris la chance, pris de la place pendant les confinements, où on a vu un essor du e-commerce. Et là, elles ont réussi à proposer des parcours fluides et en temps réel. La Banque Postale a créé Django pour allier ces deux forces, la solidité financière, mais aussi la capacité à réaliser des parcours très fluides, instantanés pour faire du paiement fractionné. Et c'est la raison pour laquelle la Banque Postale a créé Django. Oui, super. Et chez Complice, Sarah, est-ce que vous allez proposer justement le paiement fractionné? C'est pas au programme pour le moment, très sincèrement, mais très simplement parce que le panier moyen chez Complice, il est entre 30 et 40 euros. Donc on ne s'est pas axé là-dessus pour le moment. Après, pour l'avenir, pourquoi pas, mais... Alors justement, ce dont on se rend compte, c'est que même pour les petits paniers, le paiement fractionné est utile. Le paiement fractionné a deux avantages pour les e-commerçants. Le premier, c'est l'augmentation du taux de conversion, en général de 20%. Donc on a 20% de personnes en plus qui vont s'engager sur le site. Et le deuxième, c'est l'augmentation du panier moyen, entre 20 et 30%, et chez Django, on arrive à aller jusqu'à 52%, donc 50% d'augmentation du panier moyen. Donc même pour les petits paniers, ça fonctionne, puisque le paiement fractionné encourage à acheter un article supplémentaire, un article complémentaire. C'est très tentant, hein, on peut intéressant, en effet. Exactement. Mais est-ce que c'est sans frais? Alors, non, tout service a un coût. On a une commission qui est d'environ entre 3 et 4% de l'achat pour le client. Alors, le e-commerçant peut choisir de prendre cette commission pour lui, puisqu'il sait que lui va augmenter son panier moyen, augmenter son taux de conversion, ou il peut choisir de le partager avec le client. Quoi qu'il arrive, chez Django, le commerçant est payé le soir même de tous ses paniers d'achat. Ok, mais très clair, merci. Benoît, donc Jean-Yves nous a laissé entendre tout à l'heure qu'il y a des synergies prévues, je pense, entre Colissimo et la Banque Postale, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous sommes ravis de ces synergies avec effectivement Django. C'est une belle opportunité parce que notre travail, c'est d'aider les e-marchands à se développer, à développer leur business. Et on vient de le voir, il y a deux façons de le faire. C'est en incitant le consommateur à racheter et avoir un panier moyen qui grandit, qui s'élargit. Effectivement, on l'a vu par 20-30%. Donc c'est très considérable. Et aujourd'hui, cette technologie qui est assez récente sur le marché du e-commerce est peu développée, peu déployée chez nos clients. Donc en faisant une brique qui allie à la fois la livraison et le paiement fractionné, on va non seulement simplifier le parcours de nos acheteurs, le fameux checkout, et faire en sorte qu'il y ait transformation, mais en plus on va diffuser cette technologie auprès du marché des e-marchands, puisqu'on a le plaisir de gérer au quotidien plus de 6 000 clients et un peu plus de 30 000 clients sur le portefeuille total. Donc voilà, on est très enthousiaste, très heureux de cette synergie-là. C'est une vraie complémentarité au service de nos clients. Alors effectivement, le groupe La Poste a pour ambition d'être le premier partenaire des e-commerçants. Et avec Colissimo, on va avoir une offre qui va allier le meilleur de la logistique et le meilleur de la finance. Donc à très bientôt pour cette offre qu'on développe avec nos amis de Colissimo. Mais super, merci. Merci pour ces échanges. On va prendre maintenant vos questions. On a le temps de prendre une ou deux questions. Donc, sur le chat, donc, quels sont les prérequis pour la mise en place du paiement fractionné? Alors, le paiement fractionné s'installe de manière très simple chez Django en tout cas, avec une intégration en 48 heures. Mais au-delà de cette intégration en 48 heures, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons deux avantages. Le premier, comment on arrive à cette augmentation du panier moyen de 52%, j'en parlais hors plateau avec Sarah, c'est notre capacité à vous aider, à vous livrer un kit marketing, à travailler avec vous sur la mise en avant du paiement fractionné sur votre site. Et puis le deuxième, c'est le fait que Django propose une expérience totalement fluide, c'est-à-dire que nous n'allons pas sortir de l'univers du marchand, on va continuer à garder cette confiance que le client a en la marque de notre partenaire marchand, et donc on va avoir un parcours très très fluide. Voilà, donc une intégration simple et une mise en avant très rapide avec Django. Voilà, merci. C'était tout pour les questions. Vous voulez rebondir?
Non? Je remercie car c'est vraiment intéressant pour le coup. Oui, carrément. Merci beaucoup, Jocelyne. Et donc, nous allons avancer dans notre parcours client. Donc, nos visiteurs, ils ont finalisé leur commande, ils ont payé, mais le parcours client, bien évidemment, il n'est pas terminé parce que le paradoxe est que la plupart des e-marchands, ils ne se préoccupent plus assez du consommateur entre le moment où il achète et celui où il reçoit sa commande. Donc, pourtant, je dirais, c'est l'un des moments les plus importants parce que les acheteurs, ils doivent être rassurés, ils doivent être informés également. Donc, on va en parler tout de suite avec nos invités et Dimitri Moulin de la société Stuart, juste après ce micro-trottoir. Et encore une fois, merci beaucoup, Jocelyne. Avec plaisir. Comme on a pas mal été en télétravail, etc., avant, je faisais beaucoup de points relais, mais le temps d'aller les chercher, une fois sur deux, ils repartaient, c'est assez pénible. Du coup, avec le télétravail, j'ai fait beaucoup de domiciles et j'ai vu que les livreurs étaient quand même assez arrangeants de les filer à des voisins, de les planquer, etc. Donc en fait, maintenant, je ne fais que de la livraison à domicile et c'est très bien. Je me fais souvent livrer soit chez moi, soit en point relais colis. Quand je passe une commande, j'aime bien avoir un certain suivi. J'aime bien voir les étapes. Le colis était préparé, le colis était envoyé, le colis dans une plateforme de tri, je ne sais quoi. J'aime bien avoir un suivi. Pour la livraison, moi je choisis toujours le point relais parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus économique. En général, c'est la proposition la moins chère. Puis, en vérité, ça évite les problèmes de livraison où on n'est pas chez soi, le livreur doit repasser. Et puis ça évite que les camions tournent en ville pour rien. Ils vont tout déposer au même endroit. Je trouve qu'il y a une dimension écologique qui est intéressante. Bon, en tout cas, c'est toujours très instructif d'entendre, d'écouter les clients. Bonjour Dimitri. Bonjour Annette, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, on va regarder rapidement les modes de livraison utilisés par les e-acheteurs, sachant qu'ils peuvent utiliser plusieurs. Donc, vous voyez à l'écran, et il y a un chiffre, 86%, donc c'est la livraison à domicile. Elle est revenue en force avec le télétravail. Donc, Sarah et Benoît, peut-être, est-ce que vous constatez la même chose de votre côté ? Chez Complice, on constate des chiffres assez similaires. On est à 60% de livraison à domicile contre 20% en point relais, 20% en click and collect. À savoir que le click and collect est sur Paris et est gratuit. Donc c'est sûr que ça peut tenter plus le click and collect qu'autre chose, mais le domicile reste prépondérant sur le reste, sans hésitation. Et Benoît ? Chez Colissimo, on livre 8 colis sur 10 à domicile, donc 2 par définition sur les points de retrait. Et on voit qu'il faut donner du choix, effectivement. Donc nos clients et consommateurs utilisent une multitude de choix et puis il faut continuer à innover. Je pensais notamment sur le domicile à la solution avec la start-up Pickup. On essaie effectivement, on est en train de tester sur 2 arrondissements parisiens la possibilité, lorsqu'on a échoué, on a essayé 2 fois de livrer le colis et la deuxième fois on a échoué, de proposer à nos clients d'être livrés chez l'un de leurs voisins. Voilà, donc voilà de l'innovation aussi, du choix, on le voit, et une multitude d'accessibilité à des solutions de livraison. Alors, on regarde tout de suite un autre chiffre qui s'affiche à l'écran, c'est les 85% des e-acheteurs trouvent ça utile, voire indispensable, d'afficher clairement la marque de livraison au moment de la commande. Alors, Sarah, chez Complice, est-ce que vous précisez justement la marque de livraison ? Chez Complice, on travaille avec Colissimo depuis 1 an. Donc très sincèrement, dès qu'on a travaillé avec eux, on l'a mis sur notre site car on savait que c'était un élément qui était rassurant pour les consommateurs. Quand on pense à Colissimo, on pense au numéro de suivi qu'on va pouvoir avoir à tous les moments du parcours, c'est-à-dire au moment où le produit est expédié, au moment où le produit est arrivé, au moins ça laisse sans surprise. Bien que nous, parallèlement, on le fait sur notre site. C'est-à-dire que dès que la commande est validée, ils reçoivent un mail, dès que la commande est expédiée et livrée, etc. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour créer une bonne collaboration, communication avec les consommateurs. Après, bien sûr, il faut personnaliser la communication en proposant des produits, des codes promo lors de ces échanges, mais c'est le parfait moment pour créer une bonne relation à long terme
avec nos clients. Oui, c'est évident, une marque qui rassure les clients pendant toutes ces étapes. Ce qu'on a vu là, vous avez bien évidemment beaucoup plus de chances de fidéliser les clients. Alors, on va prendre d'autres chiffres, les chiffres de la FEVAD. 78% des e-acheteurs se déclarent anxieux après avoir passé une commande sur une boutique en ligne, mais 98% sont prêts à repasser commande si la livraison s'est bien passée. Alors, Benoît, Dimitri, ça vous interpelle ? Oui, c'est interpellant. Alors on sait que ce sujet est le sujet de l'e-commerce qui fait la grande différence avec la vente physique, puisqu'effectivement, quand je me déplace à la boutique, je paie et je repars avec mon article. Et la différence là, c'est que je renseigne, je donne beaucoup d'informations personnelles. Donc je renseigne le site, mon adresse perso, le numéro de carte bleue, je suis prélevé et puis j'attends. Donc l'anxiété, effectivement, peut durer quelques heures, quelques jours. Alors vous allez dire comment on la comble ? Eh bien, en donnant de l'information, en étant très transparent sur l'état de la préparation, de l'expédition et toutes les étapes de livraison. Donc il faut être très très pointu. Puis on sait, parce qu'on l'a regardé auprès de nos panélistes, que ces pages sont regardées entre 2 et 3 fois. Donc vous voyez, elles sont extrêmement regardées. Et puis cerise sur le gâteau, si on le fait bien, si on est transparent, on peut utiliser aussi ce moment d'intimité, ce moment où on a capté l'attention du consommateur pour aussi pousser peut-être un bon de réduction ou un lien vers la boutique et essayer de ramorcer de la fidélité, ramorcer un réachat. Dimitri, avant de vous donner la parole, juste, je vous rappelle à tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos commentaires sur le chat. On serait vraiment ravis d'y répondre. Donc, Dimitri, parlons de votre expérience dans le domaine. Juste un mot, Stuart, on connaît, c'est la plateforme de coursiers dans les grandes villes. Alors nous, chez Stuart, on est spécialisé dans la livraison rapide, précise et éco-responsable. On adresse donc des segments e-commerce avec une fréquence d'achat plutôt élevée, dont la cible est une population jeune et assez urbaine. Donc, dans ces segments, les clients, ils sont pas vraiment anxieux, mais ils sont ultra exigeants sur le choix et le déroulé de la livraison. On a fait une étude qu'on voit à l'écran l'année dernière avec LSA qui nous dit par exemple que 37% des e-acheteurs considèrent la rapidité comme critère de livraison numéro 1, 65% souhaitent se faire livrer sur un créneau fin et tous sont demandeurs de flexibilité, de transparence, d'éco-responsabilité et de prix de livraison super attractif. Oui, très clair. Benoît, donc les clients veulent vraiment savoir quand arrive la marchandise devant leur porte. Oui, c'est absolument crucial. Donc on voit que les sites ont globalement bien progressé sur ce sujet-là. Il reste encore quelques sites un petit peu obsolètes où il faut saisir manuellement le numéro de colis, on est renvoyé vers un autre site. Donc c'est sûr que dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué. Et vraiment, puisqu'on parle du X, et c'est vraiment le thème de ce matin, s'il y a un axe de progrès assez facile et qui peut rapporter des points de satisfaction, c'est bien celui-ci. C'est d'accord ? Alors moi, je rejoins totalement Benoît sur ce point. Les standards de marché ont été bouleversés ces dernières années sur le suivi. On vit à une époque où c'est plus facile de suivre la livraison d'une commande d'un burger à 10 €, d'une course VTC à 15 € qu'une livraison e-commerce d'une tablette par exemple ou d'un téléviseur à 500 €. Et ça, le consommateur final, il a du mal à le comprendre. Il a besoin d'un suivi d'expérience de livraison facile d'accès. Il a besoin de transparence. Il a besoin d'être prévenu lorsqu'il y a un problème avec sa livraison. Il a besoin d'être prévenu lorsque vous arrivez à son domicile. Et c'est à nous, partenaires de la livraison, Colissimo, Stuart et autres, d'accompagner les e-commerçants dans l'atteinte de ces nouveaux standards de marché. Merci Dimitri. Donc une chose, je dirais, Benoît, vraiment encore plus frustrante pour un client, ne pas savoir où se trouve sa commande, d'être obligé à chercher pendant longtemps afin finalement trouver une personne qui peut se renseigner. Qu'est-ce que vous faites sur ce point ? Alors ça, c'est le sujet du service client. Alors on a mis en place un chatbot dont on a parlé tout à l'heure qui permet quand même de répondre à un certain nombre de questions récurrentes assez basiques, donc de rendre le consommateur et nos clients autonomes sur la recherche du colis. Puis il y a des fois des cas un peu plus compliqués, un peu plus durs, où on n'arrive pas à retrouver le colis. Alors heureusement, on bénéficie d'une qualité de service qui est quand même excellente chez Colissimo, qui est reconnue par le marché comme un des standards et une des références du marché. Mais malgré tout, quand on a des difficultés qu'on appelle le service client, il est pas toujours à la hauteur des attentes. Donc c'est pour nous une source de progrès. On est en train d'y travailler et on va changer profondément l'organisation du service client pour qu'il soit plus fluide, plus à l'écoute et plus réactif.
Bon, je pense qu'on a tous compris, c'est très clair, il ne faut surtout pas délaisser l'expérience post-achat, au contraire. Voilà, maintenant on va regarder vos questions. Merci, merci pour vos questions. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, la première, pensez-vous proposer un jour chez Colissimo un suivi comme peuvent le proposer certaines plateformes de livraison de repas ? Effectivement, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, c'est-à-dire avoir un suivi en temps réel, pas seulement différentes étapes, voilà, d'une part, et comme je le disais tout à l'heure aussi, aller un petit peu plus loin en donnant de l'interactivité avec la marque, permettre à la marque aussi de communiquer vers son consommateur final en donnant des points de réduction, un lien, en incitant à réacheter. Donc c'est des sujets effectivement sur lesquels on planche et on compte bien affiner et aller rejoindre un peu les standards du marché sur la partie livraison de repas notamment. Je pense que j'ai une deuxième question pour vous. Alors, à quand une livraison le soir et le dimanche chez Colissimo ? Alors, on est en train d'accélérer déjà la livraison. Donc, on aura de bonnes nouvelles à vous annoncer prochainement. On va accélérer cette livraison progressivement sur l'ensemble du territoire. On va commencer par Paris. On aura de bonnes nouvelles d'ici quelques semaines, quelques mois à vous annoncer. Voilà, donc ça c'est déjà un premier sujet. Et puis sur des points un peu plus reculés, un peu plus inaccessibles, on pourra se permettre une livraison l'après-midi. Le soir, c'est pas pour l'instant à l'étude. En fait, on l'avait expérimenté il y a quelques années et puis on s'est aperçu que nos consommateurs n'aimaient pas toujours être dérangés. C'était pas intuitif, mais après être rentrés chez eux, c'était pas toujours disponible entre 20 et 22 heures. Et on a plutôt essuyé des déceptions que apporter un bénéfice client. Merci, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Maintenant, il reste... On a encore des questions, on me dit. Qui ne s'affichent pas sur mon iPad, donc je ne peux pas les poser. Un instant. On me parle dans l'oreillette. Je ne suis pas devenue fou. Comment éviter aux clients internationaux les surprises des douanes et des taxes? On me dit. Je ne pourrais pas vous répondre, on livre qu'en France, nous, mais très probablement vous... Alors, c'est des sujets que l'on intègre de plus en plus, qu'on automatise. On sait que c'est assez compliqué. Donc, c'est des services qui sont automatisés de plus en plus, comment les taxes sont incluses, etc. Et puis, on a aussi en collaboration avec certaines entités du groupe la possibilité, je pense à eShopWorld, qui fait partie du groupe La Poste aussi, et qui facilite le check-out aussi, et qui facilite les échanges avec les pays hors UE sur les taux de change, le risque de différence de taux de change aussi, et qui libelle aussi les produits dans la monnaie locale. Donc on a plein de solutions au sein du groupe pour répondre à ces attentes-là. Voilà, c'était vraiment la dernière question. Merci pour vos réponses. Donc, il reste encore une étape dans le parcours client, c'est le retour éventuel. Alors, j'ai réceptionné mon colis, mais je ne suis pas vraiment satisfaite de la taille ou de la couleur. Donc, quelles sont les solutions pour le retourner? Réponse tout de suite avec notre prochaine séquence retour. Et on va accueillir Léa Go d'Ipli pour en parler. Et encore, merci Dimitri. Merci beaucoup. Merci. On achète, on a toujours tendance à penser au cas où ça marche pas, au cas où c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Faire un retour, c'est souvent très facile, il n'y a pas de difficulté particulière. Généralement, je choisis aussi mon site en fonction de ça, quand les retours sont bien expliqués et clairs. Alors, on vient de l'entendre, la possibilité de faire un retour, c'est vraiment très important pour les consommateurs. Elle figure d'ailleurs en très bonne place dans le motif d'abandon de panier, comme on peut le constater, voir sur l'écran. Benoît, alors combien de vos clients et e-commerçants proposent du retour aujourd'hui et avec quelle ou sous quelle forme ? Les plus grands e-marchands proposent le retour parce que c'est aujourd'hui effectivement un must-have. Donc on a 8000 clients équipés sur une base de 30 000, mais les plus gros, je le disais à l'instant, sont vraiment équipés. C'est 4% de nos volumes. Et puis ils ont plusieurs possibilités pour retourner ces colis, soit en bureau de poste, soit à la boîte aux lettres qui est extrêmement plébiscitée, soit sur un point de retrait. Et Sarah, qu'est-ce que vous proposez chez Complice en termes de retour ?
Quand on a démarré le site complice.com, on ne proposait pas échange et retour gratuits. On faisait payer à nos consommateurs le retour et les échanges. Donc, croyez-moi, c'était pas fameux. Il y a seulement quelques mois, on a mis ça en place et on l'a bien écrit partout sur le site, retour échange gratuit, et ça a considérablement augmenté les ventes. Et comme on peut le voir, retour panier 78%, abandon panier, ça ne m'étonne pas du tout. Évidemment, quand j'achète un jean en ligne, je l'essaye, il ne me va pas. J'ai absolument envie de le retourner le plus rapidement et facilement possible. Et Benoît, donc j'imagine que vous faites des études nombreuses sur le sujet. Alors, quelles sont justement les études et est-ce que vous considérez que le retour, c'est un vrai atout pour la vente ? Effectivement, le retour est un vrai atout. Sarah vient de le démontrer, d'en parler. Si vous regardez les chiffres qui s'affichent à l'instant sous vos yeux, vous verrez que dans les cas où les commandes ne satisfont pas le consommateur, ce consommateur en retourne 50% de manière systématique. Mais il y a quand même un tiers des commandes qui ne sont pas retournées. Et un tiers, c'est considérable. Alors, s'il ne les retourne pas, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'irritants. Alors, dans les irritants, c'est que le consommateur trouve que c'est compliqué, que ça prend du temps. D'abord, j'ai pas toujours un packaging à disposition. J'ai peut-être pas gardé mon colis de l'aller. Ensuite, j'ai pas d'imprimante, ou si elle est là, elle fonctionne pas, ou j'ai pas d'encre. Et puis, il faut que je me déplace en bureau de poste. Et puis, comme vous le voyez, 70% d'entre eux considèrent que c'est pas très éco-friendly, c'est pas très respectueux de l'environnement. D'où l'intérêt d'avoir vraiment un site extrêmement fluide sur la politique de retour. C'est d'autant plus important que 38%, c'est quand même énorme, des consommateurs nous disent qu'ils ont abandonné un panier parce qu'il n'y avait pas une politique de retour très claire. Donc notre travail chez Colissimo, c'est d'apporter du service, de développer du service sur le retour et puis de répondre aux prérogatives du RSE. On voit qu'elles sont très importantes, puisqu'à 70%, il y a un doute sur la dimension RSE du retour. Et là, grâce à l'offre Colissimo, vous bénéficiez effectivement d'une offre neutre en carbone depuis 2012 et puis de tous les progrès que l'on fait sur la livraison du dernier kilomètre. On a la flotte électrique la plus large d'Europe. On continue à investir. On va décarboner 22 grandes agglomérations, 40 zones à faible émission également. Donc chez nous, c'est une priorité et le retour va évidemment en bénéficier. Et en termes de chiffres, combien de retours, de colis retours gérez-vous chez Colissimo ? Alors c'est quand même 23 millions de retours, dont la moitié s'effectue en bureau de poste, à peu près 4 millions en boîte aux lettres. C'est le service qui est en plus forte croissance parce qu'il est très pratique, très commode. Il a un NPS de 70, il bat des records. Donc voilà, en gros, tous les services sont utilisés, mais avec une forte appétence pour le bureau de poste et une croissance sur le retour boîte aux lettres. Et est-ce que les retours des colis, est-ce qu'ils sont compatibles avec une politique de réduction d'empreinte carbone des marques ? Ils sont totalement compatibles parce qu'ils bénéficient le retour de la massification de nos volumes et tous les efforts qu'on a fait sur la partie RSE. Je rappelle qu'on a diminué de 32% l'empreinte au colis depuis 2013, ce qui est considérable, hein, c'est 4 ou 5 points de gagné parce qu'on a du transport qui se fait en vrac, donc on charge 30 fois plus de colis que 30% de plus de colis que avant d'avoir adopté le vrac, et donc le retour en bénéficie également. Et puis on a innové sur le service. On a parlé des irritants tout à l'heure, notamment le fait que le consommateur n'avait pas d'imprimante chez eux. La grande nouveauté, c'est que maintenant le consommateur peut se rendre en bureau de poste, déposer son colis et imprimer en bureau de poste son étiquette. Et c'est aussi respectueux de l'environnement parce que ces cartouches, voilà, sont labellisées, elles sont girées dans le cycle de réutilisation. Donc voilà quelque chose d'éco-friendly. Et puis il peut utiliser aussi un emballage dans des bureaux de poste qui est aussi éco-conçu, sans oublier que l'emballage au sens large est évidemment un sujet. Alors justement, pour en parler maintenant, nous sommes avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Léa Gaud, directrice générale d'Ipli. Donc Ipli conçoit un emballage souple, réutilisable, 100 fois, je crois, destiné aux acteurs du e-commerce. Je dirais que c'est une formidable solution justement responsable pour réduire les déchets. Nous, on est davantage spécialisé sur le retour à vide, parce que la particularité d'un colis réutilisable, c'est que le consommateur qui fait le choix de recevoir sa commande dans un colis réutilisable peut le plier. Ça devient un format tout petit, un courrier finalement, plus qu'un colis. Il le glisse dans les boîtes aux lettres pour que ça revienne chez nous et qu'on puisse le remettre en circulation pour que chaque colis soit utilisé 100 fois.
Mais dans tous les cas où les commandes ne conviennent pas, si un produit ne convient pas, il faut pouvoir faire un retour. Et là, on travaille pour que cette expérience de retour soit la plus belle possible pour les clients, que ce soit simple de remettre son produit dans le colis, de le refermer, et même avec les offres retour de Colissimo, effectivement, de pouvoir le mettre dans la boîte aux lettres pour que tout soit sans friction, que l'expérience soit belle, parce que ce qu'on veut pour que, en termes d'impact, on ait l'impact le plus faible possible. Il faut évidemment que le colis soit conçu pour avoir moins d'impact qu'un carton dès la seconde utilisation, mais aussi que les gens aient envie de l'utiliser. Et ça passe aussi par une expérience client la plus belle possible. Et puis, ces retours, ça peut aussi, on travaille là-dessus, ça peut aussi être des moyens de donner une impulsion en termes d'économie circulaire et de proposer, par exemple, aux marques de les intégrer complètement dans leur processus d'échange un pour un, qui demande aux marques de récupérer les appareils usagés lorsqu'elles en vendent un neuf. Donc ça peut aussi être un moyen d'accompagner tous les sujets d'économie circulaire des marques. Et on voit à l'écran, c'est vraiment très beau, vous m'avez montré tout à l'heure, c'est très pratique, très beau, c'est super. Qui choisit d'utiliser Ipli? C'est l'e-commerçant ou l'utilisateur? Les deux. C'est le e-commerçant qui fait les choix en premier. C'est lui qui s'engage en proposant à ses clients d'avoir ce choix-là lors du parcours d'achat. Et ensuite, c'est le consommateur final qui, lorsqu'il va passer commande en ligne sur le site des marques, va choisir de recevoir sa commande dans un emballage à usage unique ou dans un emballage réutilisable. Et en termes d'expérience client, quelle est la valeur ajoutée de Ipli? Il y a une étude qu'on trouve intéressante, qui est une étude Honey et Opinionway, qui dit que 90% des consommateurs européens attendent des marques qu'elles s'engagent sur les sujets d'environnement. Et dans la même étude, 50% des consommateurs disent qu'ils ne croient pas dans les engagements des marques. Et Ipli, c'est un moyen formidable de permettre aux marques de prouver les engagements. C'est le premier contact entre une marque et un consommateur final, le premier contact physique. Et c'est un moyen de passer un message avec un colis qui a moins d'impact qu'un carton dès la seconde utilisation, qui permet d'avoir 25 kg de déchets en moins. C'est des choses qui sont mesurables et qui permettent aux marques vraiment de prouver la réalité de leurs engagements avec un petit effet waouh en plus. Merci, merci beaucoup Léa. On va prendre maintenant une question que vous avez envoyée. Donc, des enseignes comme Zara ou H&M ont annoncé mettre fin au retour gratuit. Qu'en pensez-vous? Va-t-on vers une généralisation du paiement des retours? Est-ce compatible avec une expérience client réussie? Beaucoup de questions. Pour moi, c'est incompatible. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le client, ce qu'il attend, c'est d'avoir un parcours consommateur le plus fluide, rapide possible, comme si qu'il était en magasin. C'est-à-dire que si la taille S, elle lui va pas, il va trop chercher la taille M qui est juste à côté. Or, si on rend payant le retour, et on l'a vécu, donc par expérience, on l'a vécu, et on n'en est pas satisfait, je pense qu'il faut le laisser gratuit. À la limite, s'arranger avec les marges, monter le coût des produits, mais laisser le retour et échange gratuit. C'est vraiment un bénéfice. Donc, je m'adresse à Zara H&M s'ils nous écoutent. Voilà, c'est un avantage réel. Très bien, vous voulez rebondir, répondre aux questions? Je confirme totalement ce que vient de dire Sarah. Il faut simplifier effectivement l'expérience client et se rapprocher un peu de ce qui est la force du retail physique, c'est le choix, la proximité et l'échange. Donc il faut redonner ce bénéfice, cet avantage à l'e-commerce en le rendant gratuit. Léa, vous voulez? Non, je suis tout à fait d'accord en termes d'expérience client. Alors évidemment, nous, en termes de dimension impact, tout ce qu'on peut faire pour éviter ces retours-là avec le plus d'informations possible sur les sites, avec des guides de taille, c'est évidemment intéressant. Mais ensuite, lorsque le retour est nécessaire, je pense qu'il faut le faciliter et travailler avec des acteurs qui permettent d'avoir le moins d'impact possible sur le retour, notamment avec le retour au vrac et avec des livraisons décarbonées. Apparemment, on a encore reçu une question, mais qui ne s'affiche pas. J'ai essayé de la télécharger. Vous voyez? Alors, une question pour vous, sur Ipli, quelles sont les évolutions à venir pour vous? Personnalisation des pochettes? Alors, en termes d'évolution, on a deux dimensions principales. La première, elle est sur le produit.
où on travaille notamment avec les équipes de la Poste pour faire en sorte que nos colis soient mécanisables au retour, ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus compétitifs par rapport aux solutions à usage unique. Sur la dimension produit, on travaille aussi sur des nouveaux formats, à la fois de colis souples plus grands, mais aussi des colis souples, enfin des colis rigides pour protéger des produits plus fragiles. Donc sur la partie produit, avec sur la question de la personnalisation, des choses qui sont possibles et qu'on est en train d'étudier avec certaines marques. À noter qu'on prendra toujours en compte la dimension environnementale, c'est-à-dire que si on produit des colis qui sont brandés aux couleurs d'une marque, il faut impérativement que ça s'inscrive dans une démarche de long terme avec des tests préalables et avec des engagements moyen-long terme pour être certain que chacun des colis qu'on met sur le marché soit vraiment réutilisé, parce qu'évidemment, si on brande un colis aux couleurs d'une marque, il ne pourra pas être utilisé par une autre et impensable pour nous de mettre des déchets sur le marché. Donc c'est possible. Et c'est des choses autour desquelles on discute. Et la deuxième dimension, c'est vraiment une dimension d'usage où aujourd'hui on voit que nos colis sont choisis essentiellement pour des raisons d'impact et les clients sont en attente de ce type de solution. Mais on voit aussi qu'il y a des clients qui, pour des raisons d'usage, notamment pour la seconde main, nous demandent d'avoir des colis qui peuvent réutiliser pour leurs besoins personnels, à la fois sur les plateformes de seconde main comme Vinted et Le Bon Coin, mais aussi pour envoyer des colis à titre personnel à des proches, par exemple. Et donc pour ça, on travaille sur une offre qu'on lancera à l'automne et qui va permettre aux particuliers de réutiliser les colis qu'ils auront reçus, par exemple, dans le cadre du e-commerce, à titre particulier. Donc on apporte une vraie valeur d'usage. Les gens, ils choisiront plus un colis e-pli que pour des raisons d'impact, mais aussi parce que c'est pratique, parce que ça enlève des frictions et parce que ça leur permet d'avoir un impact environnemental plus faible, ce qui va nous permettre aussi d'être là encore plus compétitifs en entrée chez les commerçants. Le but du jeu, c'est que ce soit un nouveau standard demain, qu'on puisse partout en ligne faire le choix d'un colis réutilisable ou d'un colis à usage unique, quelles que soient les motivations de chacun. On a encore une question. Pourquoi ne pas parler de retour offert plutôt que retour gratuit? C'est une bonne question. C'est une bonne question marketing, effectivement. Après, voilà, selon l'ADN du site, de la marque, le mot est important. Vous avez raison, ça fait une certaine différence. Je n'aurais pas de réponse arrêtée, si ce n'est de cadrer dans la politique, l'ADN, le positionnement de la marque qui me paraît important. Vous voulez Non, c'est tout à fait ça. En fait, gratuit, c'est peut-être pour les marques qui ont l'habitude de faire des promotions comme nous. On utilise le mot gratuit, on sait que nos consommateurs attendent ce type de vocabulaire. Après, offert, c'est vrai qu'on imagine offert dans un cadeau, dans une jolie boîte. Peut-être ça irait pour un autre univers de marque, en effet. Merci, voilà, c'était toutes les questions. Je pense que c'est vraiment très clair. Un client satisfait de son expérience d'achat en ligne et en post-achat, il est beaucoup plus enclin à recommander et à devenir vraiment un ambassadeur de la marque auprès de son entourage. Alors, maintenant, je vous propose un dernier micro-trottoir en synthèse de cette matinée. Et on a demandé tout simplement aux gens de la rue la question pour vous. Qu'est-ce qu'une expérience achat en ligne? Qu'est-ce que c'est une expérience d'achat en ligne réussie? Voilà leur réponse. Une expérience d'achat réussie, c'est du choix avant tout. Il faut plusieurs options et des stocks. La livraison doit être rapide dans la semaine et proposer plusieurs modes de livraison. Une expérience d'achat réussie, c'est quand je me suis fait livrer rapidement, que j'ai réussi à me rendre disponible le jour de la livraison et donc que j'ai mon produit au moment où je l'attendais, qu'il soit bien emballé, pas cassé, pas abîmé une fois que je le reçois. Une expérience d'achat réussie, c'est une expérience d'achat dans laquelle il y a le moins de clics possible, où ça va assez vite, on peut choisir les produits facilement, on met au panier, on valide, on est livré rapidement. Enfin, en gros, une expérience où il n'y a pas de questions à se poser, où tout est fluide. En tout cas, ce qu'on a bien compris, que tout le monde a vraiment un avis très concret sur l'expérience, une expérience achat réussie. Alors peut-être un dernier conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent. Qui veut commencer, Sarah?
Si vous voulez, je peux commencer. Moi, je dirais en un mot de la nouveauté. Pas seulement la nouveauté produit, promo, mais de la nouveauté de moyens d'achat, de moyens de paiement, que ce soit Django, ce qui pourrait être intéressant pour nous, Stuart ou pourquoi pas Hiply, pour que le consommateur soit à chaque fois surpris quand il arrive sur notre site, qu'il découvre quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, pas seulement des produits, mais des moyens d'acheter ces produits. Pour moi, en tant que consommatrice, c'est quelque chose qui me surprend à chaque fois et que je pense pourrait surprendre chaque consommateur. Merci beaucoup Sarah. Léa. Oui, le sujet qui nous tient à cœur et qu'on découvre au fil des mois, c'est que nous, on a lancé un projet pour des raisons d'impact. Et on voit qu'en termes d'expérience client, ça fait aussi une vraie différence. On mesure des augmentations des notes de livraison lorsque c'est en colis pli par rapport aux fois où ça ne l'est pas. Donc on a 1,5 point en plus sur 5 sur les notes de livraison, des NPS globaux qui augmentent. Et puis des choses toutes bêtes, mais les gens ont envie d'en parler, de cette expérience, à la fois du geste en termes d'impact, mais aussi de la belle expérience client. Et on a de plus en plus de consommateurs qui se filment en train de recevoir un colis pli, qui associent la marque à l'expérience, qui en parlent autour d'eux sur les réseaux sociaux. Donc on sent que ça provoque quand même quelque chose de fort, quelque chose de nouveau. Et puis le sentiment d'avoir un nouveau moyen d'agir. Et ça, on sent que c'est très très fort et que les gens le demandent. Merci Léa. Benoît. Proposer du choix, beaucoup de choix, innover, et porter de la nouveauté, effectivement, en permanence pour attirer le consommateur, changer son univers également, rassurer là où il peut douter, où il peut y avoir de l'anxiété également, et puis surtout tenir les engagements pour qu'il reste fidèle à la marque, et il continue à acheter et soit incité à racheter. Un grand merci à vous trois. Cette matinale touche à sa fin. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci. Et merci à vous tous, bien évidemment, d'avoir suivi cette nouvelle matinale. Donc, je pense que c'était un grand plaisir. J'espère que c'était instructif pour vous. Voilà, un replay sera disponible dans les prochains jours. Donc, voilà, vous pouvez revoir ces informations-là. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle édition. Bye bye.